Créer un espace de réflexion politique et féministe, un lieu d'échange, de partage de savoir et d'expérience, c'est l'ambition de ce podcast. Bienvenue dans Sororité francophone, le podcast des conversations féministes francophones. Pour ce nouvel épisode de Sororité francophone, nous sommes avec Fania Noël, doctorante en sociologie à The New School for Social Research à New York. Fania est militante et essayiste afro-féministe. Ses champs de recherche sont les études noires et africana, géographie, les théories critiques, la sociologie des mouvements sociaux et les cultural studies, avec une emphase sur la racialisation du genre dans la science-fiction. Son second livre, Et maintenant le pouvoir, un horizon politique afro-féministe, est paru aux éditions Cambourakis en 2022. Tala Hassan est coordinatrice de The Knowledge Workshop à Beyrouth. Nous avons parlé de Bell Hooks et d'émancipation. Cet épisode aborde la thématique des violences sexuelles et peut créer des situations d'inconfort chez certaines personnes. Une rencontre animée par l'activiste Chanceline Mevoanou et par Élise Fouillé d'Equipop. Chanceline Mevoanou. Je vais partir d'une préoccupation qui revient souvent en Afrique de l'Ouest francophone quand on parle de féminisme. On adresse souvent, je vais parler aussi de féministes les plus jeunes, on adresse de plus en plus l'insuffisance d'une conscience féministe politique, y compris la diffusion de la pensée féministe et les espaces autour de ces pensées-là. Et cette préoccupation ou constat qui est souvent relevé, selon beaucoup de voix qui s'élèvent, serait due à une faible diffusion des théories féministes et au manque d'espace autour de cette théorie-là. Et avant même de parler de théorie, on remarque dans la façon dont le mouvement s'organise aujourd'hui dans cet espace qu'il y a une différence entre les féministes qui sont dans le développement des actions sur le terrain et les féministes qui sont dans la réflexion, la pensée, la dissémination de ces pensées-là. Il est très courant de voir qu'on traite les féministes qui sont dans les actions sur le terrain de façon plus légitime. Le traitement qui est réservé à ces féministes, on les considère plus légitimes que celles qui vont se concentrer sur la réflexion, le développement des idées, des pensées, la diffusion de ces pensées-là. Et c'est un constat qui est courant. On note également que dans le rang de celles qui s'intéressent à la théorie féministe, elles sont traitées de féministes élitistes, ou parfois la façon dont elles-mêmes présentent cette théorie, ou elles ont elles-mêmes des biais qui font penser qu'il y a une sorte d'hiérarchisation entre les actions du mouvement et le développement de la théorie, et par conséquent une hiérarchisation entre celles qui s'occupent du développement de la pensée et celles qui s'occupent du développement des actions. Un autre aspect est aussi le fait que dans l'espace de l'Ouest francophone, on note aussi que la plupart des féministes sont sollicitées dans des espaces pour apporter des témoignages, pour nourrir ce qui se dit dans ces espaces-là. Et cela renforce l'idée selon laquelle qu'elles ne seraient pas légitimes pour réfléchir et développer de la pensée, et que le travail qui serait plus important, c'est de s'occuper des travaux comme de la sensibilisation, des formations et des actions sur le terrain. Comment est-ce que les réalités ou les actions sur le terrain peuvent renforcer et nourrir les apports théoriques? Fania Noël. En fait, je pense que en plus loin que peu, c'est une nécessité, parce qu'en fait, si s'il y a des organisations qui se disent féministes mais qui n'ont pas de théorie, elles sont elles sont la proie à l'ONGisation, c'est-à-dire elles sont des gestionnaires de projets. C'est-à-dire que si vous êtes une organisation qui vient en aide à des personnes victimes, etc. Ce que vous faites, c'est de la gestion de projet, c'est-à-dire vous répondez à un besoin, etc. Mais si cette réponse à un besoin n'est pas accompagnée d'une théorie de pourquoi votre réponse à un besoin comble un vide qui répond à des violences structurelles, et que ce que vous faites n'est que un pansement, mais que le but, ce n'est pas de continuer de le faire pour juste gérer des projets après projet, après projet, après fonds, mais que votre but, c'est mettre fin à la domination et au patriarcat pour que vous rendrez obsolète, parce que le but des organisations féministes, c'est d'arriver à un monde où on est obsolète, où c'est obsolète, où la réponse, etc., tout ça est obsolète. Les projets de machin, etc., sont obsolètes, parce que on est arrivé à quelque part où le patriarcat n'existe pas.
ou des choses de très, c'est-à-dire qu'on devient vulnérable à toutes les dépolitisations, les reconfigurations, etc. parce qu'on n'est que dans la réponse, une réponse après une réponse, et on est partout et on n'a pas de ligne. Une organisation ne peut pas se substituer à l'État, et c'est pour ça que la théorie est importante, parce que la théorie pense aussi les conditions de la violence, la nécessité de la violence, et comment on prend le pouvoir. Parce que le but, c'est ça aussi, c'est pas juste être contestataire, mais comment la politique féministe arrive au pouvoir, comment comment le féminisme produit de la politique, change les rapports de pouvoir et change les relations de pouvoir, et change aussi, fait un rapport de force qui est à notre faveur. Et d'un autre côté, la théorie sans pratique, la théorie sans pratique, ça n'a pas de corps, c'est genre ça n'a pas de substance. C'est-à-dire que ça peut être joli, mignon, mais c'est juste un manque d'attache. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend quand on est féministe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont des belles idées, mais qui sont inapplicables. Donc il y a des choses qu'on apprend quand on est militant. On apprend que c'est pas parce que les personnes subissent un système qui sont progressistes. Ça veut dire que oui, il y a des gens qui subissent le capitalisme et ils vont être réactionnaires et ils vont vouloir être contre la lutte des classes. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on subit quelque chose qu'on est progressiste. C'est-à-dire que c'est ce fantasme qu'on voit souvent chez une certaine catégorie qui fantasme le prolétariat comme ayant des velléités de liberté plus que les autres. C'est un fantasme. Et quand on est militant, on apprend à faire ça. On apprend à chercher les gens là où ils sont, mais faire en sorte qu'ils fassent le pas. Et on apprend il faut les tirer. Donc, l'organisation sert à tirer les gens pour leur rendre compte qu'il y a des choses à gagner à être libre et à penser contre le conservateur qui vit dans nos têtes, qui nous pousse à vouloir plus de confort, moins de liberté, à vouloir être contre les autres. Donc, c'est ça à quoi ça sert. La théorie sert à transformer radicalement les gens, pas juste à leur proposer de l'aide et des ressources. C'est-à-dire, proposer de l'aide et des ressources permet de dégager du temps libre, permet de dégager qu'ils aient moins de problèmes, et parce qu'ils ont moins de problèmes, ils peuvent participer à la construction d'un mouvement, apporter aussi des réflexions pour changer la société, mais pour se changer eux-mêmes et pour être des personnes qui pensent la libération collective au lieu de penser leur confort individuel. Donc, c'est pour ça que la théorie, c'est pas doit, est nécessaire. Et on peut voir la différence entre des organisations de femmes que les grands financeurs adorent et les organisations féministes. Les organisations féministes font de la politique pour changer la société. Les organisations de femmes qui font machin, etc., ce qu'elles font, c'est de la gestion de projet. Donc, il y a des organisations féministes qui font aussi de la gestion de projet parfois, mais ça, c'est juste une façon d'arriver à un point. Les organisations qui sont organisations de femmes non féministes font de la gestion de projet et sont des gestionnaires de projets qui touchent majoritairement des femmes. Et je pense que c'est très important de faire la différence entre les deux pour pouvoir débusquer quand ces types d'organisations sont utilisées, qui font un travail qui est important, etc., sont utilisées par des institutions, surtout des institutions internationales, pour être mis comme le visage du bon féminisme contre les méchantes féministes qui sont anticoloniales, qui dénoncent les gouvernements en place, etc. Donc, en fait, je pense que c'est très important de faire la différence entre ça pour débusquer le fait que on va dire ça c'est ça le bon féministe, faire du service à la personne, et ça c'est les mauvais féministes parce qu'elles partent sur des questions qui sont pas sur le terrain, comme si penser à la liberté en général ça n'a pas des impacts. Et on voit que là, avec la montée de l'ethno-nationalisme en Occident, la montée de la militarisation de toutes les polices dans tout le monde, la montée de la justice climatique, il faut plus que de juste du service à la personne. Il faut imaginer d'autres modèles de société. Il faut imaginer d'autres façons de produire la richesse, d'autres façons de distribuer la richesse, d'autres façons d'être entre nous, mais avec le monde, comme on partage la planète avec les autres gens, les autres êtres humains, les autres êtres vivants. Et ça c'est la théorie parce qu'on ne peut pas le mettre en pratique. Donc, il faut l'imaginer. Donc, la théorie, c'est aussi un exercice de l'imagination et un exercice d'extension de ce qu'on nous propose comme le seul chemin possible et imaginable. On peut voir que la théorie permet de poser des questions, permet de tenter d'y répondre, mais permet aussi que les questions qu'on se pose puissent être posées dans d'autres contextes.
C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que c'est pas juste, ils peuvent être structurés dans d'autres concepts. C'est-à-dire comment les féministes caribéennes et des Amériques en général contextualisent cette articulation entre la race, c'est-à-dire être opprimé par la suprématie blanche dans le concept de l'esclavage, mais être opprimé aussi par les autres personnes, par les hommes mis en esclavage montre que ça peut aussi, malgré les trucs, ça peut être transposé, changé, être reconfiguré. Donc, ça permet ça. Ça permet de donner en fait, c'est comme un cadeau qu'on donne à la collectivité. Parce que dès qu'on fait une théorie, qu'il y a une théorie derrière, un concept qui est vraiment bien, ben on crée dessus. La connaissance, on est grand que sur les épaules des gens qui étaient avant nous. Donc, plus on crée des couches de sédimentation et après on va plus loin parce qu'on a appris plus de choses, parce qu'on peut recontextualiser, parce qu'on a des nouvelles données, parce que l'information elle circule plus vite, parce que maintenant on est à l'ère où, par exemple, on peut être dans des groupes avec des féministes de partout dans le monde, on peut discuter, on lit plus de choses, il y a plus de traductions. Si c'est pas traduit, on utilise un peu Google Translate pour voir à peu près. Donc en fait, ça aussi, ça permet de faire ça. Donc c'est une pratique dans le sens où l'important, c'est pas la réponse, l'important, c'est comment la question permet une extension de la pensée à contrarie des mouvements qui vous proposent un retrait de la pensée, qui vous disent « Ah non, le monde, il est extrêmement simple, il faut faire ça et tout ça ». Ça, c'est juste un retrait de la pensée. La théorie vous permet collectivement de penser l'extension de la pensée et de faire en sorte que cette extension de la pensée permette une extension de la réalité, permet une extension des possibilités de la réalité et permet de fait une extension de la possibilité, de l'espoir que même si de notre vivant, on ne voit pas le changement, on fasse ce qu'il y a à faire pour que d'autres générations pour que pour d'autres générations, la possibilité de changement reste ouverte. Ce qu'on fait, c'est pas sûr qu'on va gagner, mais si on le fait pas, c'est sûr qu'il y aura plus de possibilités qu'on gagne et que personne gagne. Donc, ça sert à ça, la théorie, à maintenir les possibilités de changement ouverts et toujours existantes, même si on voit pas ça de nos vivants. Et Bell Hooks disait un combat radical, c'est ni agréable ni safe. Merci beaucoup. Alors, restant toujours lié à ce développement, comment est-ce que les organisations peuvent prendre en compte cet aspect de la théorie et former les militants en leur sein à cette théorie-là? Comment est-ce que ces organisations peuvent faire? Ophania? Il faut envoyer les gens dans des formations, mais il faut aussi que chacun fasse son travail. Je pense que c'est important de responsabiliser, qu'il faut lire et on lit pour quoi faire, on lit pour comprendre des choses. Et si on n'est pas pour la lecture, écouter les livres audio, etc. Mais il y a une partie de travail qu'il faut faire soi-même. Il y a une partie de travail que l'organisation doit pousser les gens, mais il faut faire soi-même. Et moi, je suis absolument contre, absolument contre cette espèce d'anti-intellectualisme rampant en mode « Oh, mais non, c'est trop compliqué, on va pas donner ça, donc on va juste donner une version très vulgarisée. » Alors, je suis extrêmement contre ça. Je pense que c'est extrêmement dangereux parce que personne, je dis bien personne, même à moi, il faut pas me faire confiance, devrait laisser ce que vous pensez à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que les organisations servent à faire, il faut apprendre aux gens à lire, c'est-à-dire à lire, pas juste à lire la théorie, mais à lire des textes qui sont compliqués pour qu'ils puissent voir la différence entre quand quelque chose est compliqué mais nécessaire ou quand quelque chose est nul et se cache derrière la complication. Quand c'est mal écrit mais c'est nécessaire, comme Sylvia Wynter, elle est extrêmement compliquée à lire, mais c'est nécessaire. Ou quand quelque chose est mal écrit et en plus c'est nul. Et ça, c'est la plupart des masculinistes. Et je pense que les organisations ont besoin de militants et pas que seulement la tête de l'organisation ou deux membres, mais que tous les militants aient une base 101. C'est quoi le patriarcat? C'est quoi la suprématie blanche? C'est quoi le colonialisme? C'est quoi ça? Mais une base, pour éviter les trucs où il y a deux personnes dans l'organisation qui sont capables d'articuler une pensée correcte et après tous les autres, c'est juste des suiveurs. Parce que ça aussi, c'est une question d'inégalité qui est à l'intérieur des organisations et c'est une question aussi très importante pour la perduration des organisations parce que ça veut dire que quand ces deux personnes, elles sont plus dans l'organisation, qu'est-ce qui arrive à l'organisation? C'est-à-dire que l'organisation, si c'est que deux personnes qui peuvent articuler ça, qu'est-ce qui arrive si c'est toujours les mêmes deux personnes qui peuvent aller en conférence, qu'est-ce qui arrive à l'organisation
si ces deux personnes, je sais pas, elles s'embrouillent, elles partent, quelque chose leur arrive, elles veulent plus être, qu'est-ce qui arrive à l'organisation? Et on voit ça souvent. Quand les organisations sont attachées à des individus, et ça, c'est aussi un problème ça crée aussi des problèmes de transmission et ça crée aussi des problèmes de confiance, ça crée aussi des problèmes parce qu'il faut renouveler les générations jusqu'à ce qu'on gagne, jusqu'à la lutte finale et jusqu'à la victoire finale. Mais pour faire ça, il faut croire à la capacité de tout un chacun avec le bon accompagnement, le temps, et c'est pour ça que je reviens à cette idée de temps est important, de comprendre, de pouvoir l'articuler. Bien sûr, tout le monde ne peut pas être Karl Marx, mais tout le monde peut au moins avoir une base des choses importantes. Chanceline Mevoinou. On va avancer dans la conversation et aborder la question de l'accessibilité de la théorie. Souvent, quand on parle de théorie, on note que l'accessibilité à cette théorie-là, notamment pour des penseuses féministes non occidentales, est souvent difficile, et cela est lié à la façon dont ces penseuses sont éditées ou peu distribuées. Comment est-ce qu'on fait pour rendre la théorie accessible? Et là, je vais poser la question à Tala, qui fait un travail sur comment est-ce qu'on peut disséminer la pensée à travers des méthodes plus créatives et populaires. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce travail que toi, tu fais? Tala Hassan. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, je vais parler des projets qu'on fait à Knowledge Workshop. Donc, on a tout notre travail, je veux dire, avant de commencer, c'est au sein de notre travail, c'est les femmes, les personnes queer, trans, les personnes des horizons divers au Liban. Donc, ça fait partie de ce qu'on comprend comme l'accessibilité ici, parce que c'est pas seulement la question de théorie, mais aussi les gens qui ont oui, comment la société est divisée. Donc oui, je peux élaborer après, mais je vais parler des projets qu'on fait. Donc on a 4 projets principaux. Le projet d'histoire orale, donc c'est le projet que je suis coordinatrice de ce projet. Et ce projet a pour but de créer un archive féministe d'histoire orale de femmes et de personnes trans au Liban. Récemment, on a aussi commencé à utiliser l'histoire orale. Donc, l'histoire orale comme méthodologie, c'est des entretiens autobiographiques, si on peut le comprendre comme ça. Donc, oui, l'archive, c'est un archive d'interviews, entretiens avec les gens. Donc, on a commencé à utiliser cette méthodologie pour des projets de recherche aussi, donc pas seulement pour l'archive, et de production de connaissances plus largement. On a le projet de bibliothèque féministe, donc je vais parler de ça dans la question suivante. On travaille sur des publications, donc on a 3 livres à ce jour, et maintenant aussi on travaille sur un manuel de recherche féministe, de comment faire la recherche avec une approche féministe. Et on fait aussi et je vais parler des publications avec la conversation sur la bibliothèque après. On fait aussi de différents types d'ateliers, donc des ateliers d'histoire orale, où donc c'est formant les participants à mener des projets d'histoire orale, leur propre projet. On fait aussi des ateliers d'écriture créative et d'autres formations et sessions liées au contenu que nous produisons. Donc, bien que notre travail à KW, Knowledge Workshop, n'est pas explicitement défini comme un travail éducatif, je pense pas qu'on peut séparer la production de connaissances de la compréhension et de la pratique de l'éducation. Donc peut-être ici on peut définir l'éducation comme la transmission des connaissances dans une manière très générale. Bien sûr, on peut parler plus de c'est quoi notre définition d'éducation, mais je vais utiliser cette définition. Donc, si nous produisons des connaissances, mais nous ne pensons pas aux moyens de les transmettre, il y a une déconnexion entre
qu'on doit to address it. Donc, comme je l'ai déjà dit, nos projets principaux sont l'archive et les ateliers. Et l'objectif à long terme de ces deux projets est de rendre les connaissances plus accessibles, y compris les connaissances théoriques féministes. Notre travail aussi a l'objectif de remettre en question d'où nous tirons nos connaissances, quelles formes de connaissances et d'éducation sont considérées valables et valides. Donc, pour élaborer un peu sur l'archive d'histoire orale, donc c'est une collection d'entretiens d'histoire orale avec des femmes et des personnes trans au Liban, libanaises et autres. L'élément de documentation et de préservation de ce projet est bien sûr important en soi, mais nous considérons également les archives comme une forme de production et diffusion de connaissances. Donc, à travers ce travail, nous approfondissons nos connaissances sur des histoires personnelles et publiques, des moments et des événements historiques, des dynamiques sociales et les dynamiques de pouvoir ou de puissance. Et nous comprenons mieux comment les structures qui nous entourent ont un impact sur notre vie quotidienne. Nous rencontrons des voix et des histoires qui ont été effacées et réduites au silence parce qu'elles remettent en question les discours dominants. Les discours de l'histoire ou les discours de toutes les structures autour de nous donc le capitalisme, la patriarchie, etc. Donc, les histoires en elles-mêmes sont très intéressantes à écouter, mais nous voulons aussi encourager les gens à engager avec ces entretiens, à les utiliser dans l'art, dans la recherche et dans d'autres productions culturelles comme forme de connaissances valables et qui ont de valeur. Donc, je pense qu'on peut voir cela comme une forme d'éducation interactive et populaire où nous n'imposons pas au lecteur ce qu'elle lit ou comment elle utilise cette information, mais nous utilisons notre accès et nos connaissances pour diffuser ces informations plus largement. Je vais juste maintenant parler un peu des ateliers d'histoire orale qu'on fait. Donc, c'est un autre projet qu'on fait tous les années et on offre des séances sur l'histoire dans ces ateliers, on offre des séances sur l'histoire de l'histoire orale, donc comment ça s'est formé, comment c'est utilisé comme méthodologie et les détails sur la méthodologie et la façon dont nous pratiquons l'histoire orale, en particulier l'approche de recherche féministe que nous utilisons. Nous donnons également des sessions sur l'éthique de la recherche, sur le montage sonore des entretiens et nous offrons du temps et de l'espace pour que les sessions soient interactives. Et les sessions on donne aussi des sessions sur la pratique d'écouter et du traitement des émotions qui pourraient accompagner l'histoire orale. Donc, c'est un procès très émotionnel. Et la théorie nous aide à comprendre le cadre sociopolitique dans lequel on veut implémenter nos projets. Et donc, elle nous aide aussi à remettre en question comment les éléments pratiques se lient aux questions plus abstraites. Donc, aussi les éléments éthiques, les questions d'éthique. Élise Fouillé. Merci beaucoup Tala. Donc, tu as parlé notamment de votre bibliothèque féministe, donc on va y revenir dans un instant. Mais en effet, un autre moyen de faire vivre et de mettre en avant justement les travaux des autrices, des penseuses féministes, c'est aussi la création de bibliothèques féministes qui permettent tout simplement l'accessibilité en fait au texte, surtout dans des contextes où, comme l'a dit tout à l'heure Chanceline, des écrits de penseuses majeures peuvent être complètement introuvables. Tala, donc vous aussi au Knowledge Workshop, vous avez une bibliothèque féministe. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la manière dont vous utilisez cet outil justement pour pouvoir rendre plus facile l'accès à ces pensées? Notre bibliothèque féministe a été lancée en 2016 à partir de la collection personnelle des deux cofondatrices de Knowledge Workshop, Dima Kaadbey et Sarah Abou Ghazal. Et je vais lire le texte du site parce que je crois que ça inclut tout que je veux dire. Donc, les livres et la lecture ont toujours été des outils de survie et de libération pour les femmes et les personnes opprimées ou celles qui ne se sentent pas appartenir à leur communauté. Dans le même temps, brûler, voler et censurer les livres ont longtemps été des stratégies de colonisation et de contrôle.
Au Liban et au Liban aussi, on a un problème de censure. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être publiées parce que la sécurité générale joue un rôle très violent dans la censure. Donc, au Liban, les livres féministes se trouvent principalement dans les étagères privées ou dans les universités d'élite. Nous pensons que la connaissance ne doit pas être une ressource inaccessible ni une richesse individuelle exclusive. Knowledge Workshop travaille pour une redistribution plus équitable du savoir féministe en tant que ressource collective transformatrice. Nous croyons en l'importance d'une bibliothèque féministe ouverte au public. Nous invitons tout le monde à venir lire et emprunter parmi notre large sélection des livres, y compris la fiction, l'autobiographie, la sexualité, le travail des femmes, la spiritualité, l'histoire et l'activisme, parmi autres. Nos livres sont principalement en arabe et en anglais. En plus de nos livres par et sur les femmes d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord, nous avons délibérément inclus une sélection de livres de femmes non blanches, en particulier les femmes non blanches queer, du Sud global, mais aussi du diaspora dans le Nord global et l'Ouest. Donc, tous les théoriciennes que vous avez mentionné déjà, Bell Hooks, Audre Lorde, etc. On a aussi nos propres publications, 3 à ce jour. Une sur le féminisme dans les années 90 au Liban, une sur l'écoféminisme et une sur l'histoire orale et l'héritage féministe. Les 2 premières publications sont des recueils d'articles et de productions artistiques et écriture créative, personnelle, des différentes personnes qui ont soumis leur écriture à nous et nous avons publié le livre. Et le dernier livre sur l'histoire orale est le produit d'un projet d'histoire orale de recherche autour de figures féministes décédées de notre circles féministes au Liban. Donc, la première, c'est Etal Adnan et la deuxième, c'est Nadine Jouné. Et le livre parle sur les thèmes de l'héritage qu'elles nous ont laissé, ainsi qu'elles ont laissé aux femmes qui les entourent. Donc, les entretiens d'histoire orale dans ce livre sont avec les femmes qui étaient autour de Ethel et Nadine. Les publications comprennent une diversité d'écriture, des recherches académiques, mais aussi d'écriture créative, de l'art des réflexions personnelles. Et les livres sont gratuits et sont disponibles dans notre bibliothèque, mais aussi dans les bibliothèques et les espaces de communauté variés autour de Liban. Donc, les cafés, les autres bibliothèques qui existent. Et on fait aussi des événements autour des livres et des sessions, des ateliers autour des livres. Donc, on essaye d'engager le public avec les publications. Élise Fouillé. Dans un contexte comme celui dans lequel on est, où le travail militant, il est en fait pas peu, voire pas du tout reconnu, que ce soit institutionnellement ou même financièrement, à plus forte raison quand les militantes sont des femmes racisées ou queer, issues de milieux précaires ou d'espaces géographiques, on va dire, autres que l'Europe et l'Amérique du Nord. C'est difficile pour les militantes et les organisations de trouver le temps, de trouver les ressources pour pouvoir produire, pour pouvoir théoriser, et aussi pour pouvoir lire les théories qui existent déjà et faire le lien avec leurs expériences, donc théoriser aussi leur savoir expérientiel. Et donc notre question, c'est pour Fania. Comment, alors que les militantes féministes, elles font face à des conditions matérielles d'existence qui peuvent les précariser, comment elles peuvent lutter contre ça et réussir à avoir du temps pour lire, pour créer, pour se former? Fania Noël. Le temps, en fait, je l'écris dans mon livre, hein, le temps, ça s'arrache. Ça s'arrache à la bourgeoisie, à l'État, collectivement. C'est-à-dire que ça sert à ça les syndicats, à réduire le temps de travail. Ça sert à dégager du temps. Et dans le cas des luttes féministes, le temps doit aussi être dégagé du travail domestique du travail domestique et de la relation de pouvoir qui se trouve à l'intérieur des foyers, que ce soit pour les couples, mais aussi dans beaucoup de situations pour les jeunes filles ou quand les familles n'ont pas assez d'argent de payer des femmes de ménage,
les filles, surtout les filles aînées, deviennent la femme de ménage attitrée. Donc, le temps, ça se dégage sur ça. Et pour se dégager sur ça, il suffit pas de dire, bon, il faut trouver des hommes déconstruits, il faut déconstruire les gens, il faut que collectivement, la société mette son poids dedans pour dire que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable que prendre soin des enfants, le ménage, etc., repose sur les mêmes personnes, que aussi en termes de vendre sa force de travail à un patron, travailler 40 heures, on n'est pas juste né pour payer des factures et pour aller travailler, que on doit pousser pour travailler le moins possible. Et quand je dis travailler, je parle bien du salariat. Ça veut dire que la semaine de 35 heures, c'est déjà trop. Pousser pour la semaine de 3 jours, pousser pour les 5 semaines et plus de congés payés, pousser pour que le revenu du travail permette de vivre une vie décente sans avoir besoin d'avoir 2, 3, 4, 5 emplois. Ça aussi, ça sert à ça. Et c'est pour ça que les luttes syndicales, les mobilisations qu'il y a actuellement en France pour la retraite, c'est-à-dire qu'on passe pas sa vie à travailler, après on travaille plus, c'est déjà l'heure de mourir, qu'on ait du temps de passer avec des gens et pas que seulement pour militer, pour se former pour la théorie, mais je sais pas, pour faire des trucs, pour apprendre, je sais pas, à dessiner, à danser, à rigoler, aller pique-niquer, aller boire des verres, à marcher, à déprimer parfois, pour avoir du temps pour ça, pour être un être humain, aller en thérapie, c'est important, et aussi que ce soit couvert par le soin. Donc, c'est le temps, c'est important. Le temps qu'on partage avec les gens, qu'on partage avec le soi, le temps de pas être stressé, c'est extrêmement important. Donc, je pense qu'un des slogans féministes anarchiques qui est important pour moi, ni patron ni mari, ce que ça veut dire, ça permet aussi d'échapper au discours masculiniste qui se réinvente, parce que là, on voit les masculinistes de tous bords, ils reviennent fort en disant oui, le capitalisme, c'est que les femmes, elles doivent souffrir au travail, alors qu'avant, elles travaillaient pas, ce qui est extrêmement faux, historiquement, contextuellement, extrêmement faux, parce que à part les femmes comme dans Bridgerton, les femmes travaillaient, à part la classe bourgeoise et aristocratique, les femmes travaillent, les femmes ont toujours eu besoin de travailler, et surtout, moi je parle pour les féministes noires, elles ont été exploitées, donc cette affaire que les femmes étaient là à ne pas travailler, et aussi ça veut dire que le travail domestique n'est pas du travail, c'est-à-dire que c'est comme si les gens, ils sont femmes au foyer, pour celles qui vont pas travailler dehors, elles étaient là à se la couler douce, etc. Donc, le slogan « Ni travail, ni patron, ni mari », ça recouvre ça. Ça recouvre que pour les féministes, il faut arracher du temps libre au patronat, à la bourgeoisie, à l'exploitation capitaliste, mais il faut aussi arracher du temps libre à l'organisation et la division sexuelle du travail domestique. Ça veut dire, c'est pas seulement dire, on va mieux travailler pour être reclus dans les maisons à être cuisinière, etc. Mais pour dire que le temps libre doit être arraché sur les deux plans, être arraché sur le fait que les femmes, même lorsqu'elles sont pas mariées, même quand elles sont célibataires, même quand elles n'ont pas d'enfants, sont vues par les familles et la société, si elles n'ont pas d'enfants ni de mari, elles sont vues en ayant trop de temps, c'est-à-dire elles n'ont rien d'important à régler, donc elles sont vues comme qu'on peut les vampiriser, elles doivent prendre soin de tout le monde, par le système capitaliste et le salariat comme de la force de travail moins chère. Donc, pour éviter de tomber dans les discours réactionnaires sous-coudés de progressistes, des masculinistes qui veulent vous retirer du marché de l'emploi pour être mieux sous leur coupe parce que vous serez dépendant économiquement, il faut demander de la liberté, demander de la liberté des deux sites d'exploitation, ça veut dire le travail non domestique à l'extérieur de la maison, qui est pour la captation capitaliste de la force de travail, et le travail domestique, qui est une autre forme, et je pense que le capitalisme est une extension du patriarcat dans son mode d'extraction des ressources de certains pour l'enrichissement des autres, parce que c'est ça le travail domestique, c'est que techniquement les femmes mariées et les femmes en couple vivent moins longtemps que les femmes célibataires, mais les hommes mariés vivent plus longtemps que les hommes célibataires. Donc le transfert de ressources, de capital, de bien-être, etc., se produit dedans. Donc, arracher du temps, ça veut dire ça, mais l'arrachage de temps se fait collectivement, se fait parce qu'on fait passer des réglementations, des lois, qu'on lutte contre la discrimination au travail en attendant
en attendant que le jour de la collectivisation des moyens de production arrive. Donc, en attendant, sous le capitalisme, on fait en sorte qu'on ait plus de droits, qu'on soit mieux payé, qu'on ait moins à travailler, qu'on ait une meilleure retraite, que plus de choses sont prises en charge, que les employeurs prennent en charge le daycare, que la crèche, qu'il y ait des congés maternité, etc. Mais aussi, comme on s'organise de manière féministe, on crée des réseaux pour contrecarrer les violences domestiques, la violence financière, l'utilisation du fait que les hommes gagnent beaucoup plus d'argent pour maintenir les gens sous leur coupe, le fait que le travail domestique doit être partagé, parce que de penser le couple, surtout le couple hétérosexuel, comme un partenariat et non pas comme l'exploitation des femmes, et ça peut se faire que si structurellement ça change. Chanceline Mevoanou. Merci beaucoup. La chute de ton intervention ouvre la porte pour la prochaine question que je vais poser. Dans un contexte où l'usage de l'écrit ou de la lecture peut se révéler être discriminant, parce que pour lire, il faut savoir lire, quelles sont les approches qu'on peut utiliser pour rendre quand même la théorie accessible, pour continuer à disséminer la pensée, là où l'écrit ou la lecture ne seraient pas des options équitables et justes pour tout le monde. Tala Hassan. À travers notre travail, dans l'histoire orale particulièrement, je crois qu'on a trouvé comment écouter les histoires et avoir l'espace de partager les histoires dans une forme orale. Ça nous donne des nouvelles informations qui sont effacées de la forme écrite. Donc, par exemple, si on pense aux livres d'histoire, les livres d'histoire qu'on lit dans l'école, il y a beaucoup qui est silencé, qui est effacé de cette histoire. On apprend une histoire très particulière, très subjectif et de point de vue du discours dominant, patriarcal, blanc, colonial. Et je pense que c'est le cas autour du monde, pas seulement au Liban. On connaît pas les histoires des femmes, les histoires des personnes queer, l'histoire du mouvement féministe. Donc, avoir l'espace de parler et d'écouter, ça nous donne l'opportunité aussi d'entendre l'émotion de ces histoires, de savoir plus sur les petits événements quotidiens qui reflètent la société, la réalité sociopolitique de la vie des femmes, et entendre la manière dont elles partagent ces histoires, ce qu'elle souvient, ce qu'elle ne souvient pas. Tout ça, c'est même peut-être des choses qu'on peut même pas écrire. Donc, cela nous apprend que quelque chose que la lecture ne peut pas nous apprendre. Il ne s'agit donc pas seulement de transformer les mêmes connaissances en différentes formes, donc pas seulement de prendre un livre et de trouver une nouvelle manière de partager les mêmes connaissances, mais de aussi réfléchir comment des différentes formes en soi-même produisent des connaissances différentes qui se complètent, et toute cette connaissance se complète. Et je veux aussi ajouter que tout ça s'agit aussi de questionner la hiérarchie de nos apprentissages et l'idée imposée que l'apprentissage intellectuel est supérieur à l'apprentissage physique, par exemple corporel. Ou l'idée que la théorie se trouve seulement dans l'apprentissage intellectuel plutôt que dans les modes de connaissance qui se trouvent dans les produits artistiques, culturels, dans l'activisme, mais aussi dans notre corps et dans notre émotion. Donc, trouver des modes de production de connaissances qui engagent de multiples sens, qui nous introduisent à de nouveaux sons et images. Tout cela élargit notre créativité et notre imagination et permet de produire des connaissances plus abondantes
Nos mémoires physiques sont extrêmement fortes. Par exemple, nous sommes capables de souvenir des odeurs très spécifiques et les associer avec des moments très spécifiques, par exemple. Ou quand on lit quelque chose, l'espace dans lequel on le lit, la musique qu'on écoute pendant qu'on lit ce truc, ça fait une association avec l'intellectuel, donc on peut pas les séparer. Merci à Tala Hassan et Fania Noël d'avoir participé à cet épisode de Sororité francophone. Sororité francophone est un podcast conçu par Equipop, monté, mixé et réalisé par l'Alia Productions. Retrouvez tous les épisodes de Sororité francophone sur les réseaux sociaux d'Equipop. Merci pour votre écoute.